Merci de l'invitation de la STGO pour venir vous parler d'un sujet qui est compliqué au jour d'aujourd'hui. Et Khaled Neji en particulier, qui m'avait invité plusieurs fois, je ne pouvais pas venir et je suis très heureux d'être parmi vous. Je vais axer la majorité de cette présentation sur la chirurgie conservatrice parce que je ne peux qu'adhérer à 400% à ce que vous venez de dire. Chez des femmes jeunes, ne faites les choses, en particulier dans la chirurgie radicale, que quand vous êtes sûr à 100% de ce qui se passe. Micro, d'habitude j'ai la voix trop forte, là, donc je vais prendre une voix plus forte. Ne faites une chirurgie radicale que quand vous êtes sûr à 100% du diagnostic. Et avec le temps, on utilisait, nous beaucoup, merci beaucoup, l'examen extemporané pour prendre des décisions opératoires. Et je dois dire qu'au jour d'aujourd'hui, en 2025, on a beaucoup diminué l'usage de l'examen extemporané parce qu'on ne veut se fier qu'à l'histologie définitive, d'une part pour prendre la décision de la chirurgie radicale, et d'autre part, on va y venir aussi à la fin de ma présentation, quand vous faites un traitement radical, l'autre question qu'il y a, qui est aussi un problème important, c'est celui ou pas du curage ganglionnaire, parce que ça a une morbidité. Moi, j'ai été élevé par M. Michel, vous l'avez connu, certains d'entre vous l'ont connu, ça fait 35 ans que je suis à Gustave Roussy, j'en ai fait plusieurs milliers des curages lombortiques, donc ce n'est pas un problème technique, mais ça a une morbidité. Le lymphœdème est quelque chose qui, en termes de qualité de vie pour les patientes, est insupportable. Donc on a beaucoup diminué les indications d'examen extemporané pour ne se fier qu'à l'examen histologique définitif, y compris dans les chirurgies radicales pour des femmes un peu plus âgées que la fertilité, et ensuite statuer sur il y a besoin de faire une chirurgie ganglionnaire parce que ça va changer la stratégie. Donc l'anapathe est fondamentale au jour d'aujourd'hui, c'est un élément pivot, mais l'anapathe, on ne veut pas le mettre en difficulté en tant que chirurgien, et faire un examen extemporané en demandant si c'est bénin ou malin, et deuxièmement le grade, et puis ensuite le type histologique, c'est impossible. Donc au jour d'aujourd'hui, beaucoup de mes collègues s'alignent sur ce que je vous dis là, et c'est un peu rassurant parce que vous avez toujours le temps, sauf dans des cas très exceptionnels de tumeurs extrêmement agressives, on a toujours le temps de prendre une décision à tête reposée avec une certitude sur le plan histologique. Donc je suis désolé de ce préambule un tout petit peu long, mais on va vraiment dans le cœur de la discussion maintenant. Je vais vous montrer un cas, par exemple, où on peut faire une chirurgie conservatrice. C'est une petite jeune femme que j'ai traitée maintenant il y a une dizaine d'années. Elle avait 15 ans à l'époque. C'était une lésion bilatérale des deux ovaires, que vous voyez très bien là avec des végétations en surface. Sur le plan radiologique, je ne suis pas radiologue, mais c'est à l'IRM, j'ai quand même l'habitude des IRM, et on voit bien que c'est des lésions qui sont typiques de lésions séreuses. Quand c'est bilatéral comme ça, avec des végétations en surface, c'est typique du séreux. Il n'y a pas végété, si je peux me permettre. Donc c'est du séreux. Après, entre le borderline malin, c'est pas très évident, mais là, on était vraiment plutôt sur l'aspect morphologique de tumeur borderline de l'ovaire bilatéral. Cette petite jeune femme, j'ai fait une chirurgie, vous voyez, il y a des implants péritonéaux que vous voyez bien ici sur le cul-de-sac, la gouttière pariétocolique droite. Je lui ai fait la chirurgie que vous voyez ici. Alors, comme j'ai un micro, je peux me permettre d'avancer. Là, c'est des implants sur la séreuse utérine, que vous voyez, c'est la corne utérine gauche. Donc, il y a des implants sur la séreuse. Il y a des implants ici qui sont sur le Douglas et sur le sigmoïde. Donc, ça, quand on a l'habitude, pour en avoir traité beaucoup aussi, c'est des implants qu'on appelle desmoplastiques, qui sont assez typiques d'implants non invasifs, de tumeurs borderline. Donc là, c'était encore l'époque où on faisait un examen extemporané, quand je l'avais traité, puisqu'il y a 10 ans, maintenant je vous ai dit. Et donc ces implants-là, je les ai enlevés en totalité, en enlevant du côté droit, en laissant un petit bout de parenchyme ovarien que vous voyez là, donc en faisant, je ne peux même pas parler de kystectomie, en fait, c'est une ovariectomie partielle, en laissant la trompe, et en enlevant la totalité de l'ovaire gauche. Et là, l'imagerie préopératoire est très importante pour mieux évaluer si vous avez du parenchyme ovarien résiduel, c'est-à-dire si vous pouvez faire une kystectomie ou si vous allez vers l'ovariectomie. Ça, c'est un élément qui est fondamental et pour lequel les radiologues sont ultra aidants et ultra importants. Là, vous voyez l'ovaire gauche, finalement, c'était le plus petit, mais la totalité de l'ovaire était remplie de tumeurs borderline de l'ovaire. Et j'avais de la maladie dans le cul-de-sac de Douglas, vous voyez, sur les deux utérosacrés. Je n'ai pas enlevé le rectum, c'était limite, mais j'ai pu faire l'exérèse des gros implants qui étaient de 2 cm au niveau des deux utérosacrés et garder le petit bout d'ovaire à droite qui faisait 1 cm3, vous voyez, 1,5 cm. J'avais enlevé la rate aussi parce qu'il y avait des lésions en surface de la rate qui évoquaient pour moi des implants péritonéaux. Et l'examen histologique, voilà le pelvis à la fin de l'intervention chirurgicale. Donc j'ai pelé la totalité de la maladie péritonéale, enlevé les implants péritonéaux et j'ai attendu bien sûr l'examen histologique définitif avant de poser la question de la stratégie ultérieure. Sur l'histologie définitive, c'était tous des implants non invasifs
d'une tumeur borderline séreuse, pas un adénocarcinome, avec des implants que vous voyez là. Je vous ai pris des implants, y compris dans les ganglions, où il y avait un ganglion positif dans le hile splénique, dans le hile de la rate que j'avais retiré. J'avais palpé un ganglion, et il y avait un ganglion qui était positif sur les 7 ganglions du hile splénique que j'avais retiré. Et finalement, cette jeune femme a eu 3 grossesses spontanées, sans stimulation ovarienne. Elle a eu de la chance. Et ensuite, elle est partie outre-Atlantique, suivie par un de mes très grands amis outre-Atlantique. Elle a fait une petite récidive ovarienne 10 ans après, il n'y a pas très longtemps, qui a été traitée de nouveau par kystectomie. C'était une récidive de borderline, et elle a pu être enceinte après. Donc c'est pour vous dire que dans les stades avancés de tumeurs borderline, on peut prendre le risque de préservation de la fertilité. D'où ces recommandations internationales que vous pouvez trouver, et qui vous fait un tableau qui est très complexe, et que je n'ai pas le temps, je m'excuse, de vous détailler. Si vous voulez vous y référer, vous pouvez vous y référer. C'est publié dans Lancet Oncology. C'est une conférence de guidelines qu'on a fait à 3 sociétés savantes. L'ESGO, j'étais représentant de l'ESGO, l'ESGE qui est la Gynecologic Endoscopy, et puis l'ESHRI pour ceux qui s'occupent de reproduction. Et vous voyez qu'on a ensemble, sur une vingtaine d'experts, Pierre Collinet, qui était au bloc opératoire ce matin, faisait partie des experts pour l'ESHRI. Et c'était une discussion très pluridisciplinaire pour statuer sur quand est-ce que vous pouvez être conservateur pour préserver la fertilité. Dans les borderline toujours, donc vous allez me dire c'est exactement ce cadre-là. Plus on avance dans la malignité, ça c'est pour les tumeurs épithéliales, ça c'est pour les tumeurs stromales et germ cell. Plus on avance dans le type de tumeur, plus la caractérisation du go-no-go, du oui ou non de la chirurgie conservatrice demande une certitude histologique et un staging, parce qu'on a donné bien évidemment la possibilité en fonction du stade de la maladie. C'est pour dire si lors ce que vous opérez sur le plan concret une jeune femme, en fait ce qui est hyper important, quand vous ne savez pas, faites l'annexectomie si c'est vraiment très suspect, faites des biopsies péritonéales, une omentectomie, une stadification, téléphonez à votre anapathe qui est le plus compétent autour de vous, dites-lui j'ai besoin des résultats en urgence et vous réfléchissez dans un deuxième temps, comme vous l'avez dit, de manière pluridisciplinaire. C'est fondamental. Parce que les éléments pivots de la discussion, c'est les pathologistes et c'est aussi les oncologues médicaux avec les radiologues et puis les chirurgiens. Donc la préservation de la fertilité, finalement, en 2025, c'est devenu quelque chose de complexe sur la préservation ovarienne seule. Et en fait, vous pouvez lire le détail de tout ce qu'on a proposé dans les recommandations. L'une des recommandations fortes, je crois qu'il y a une de mes collègues ou une collègue qui vient après sur l'oncofertilité, c'est dans le programme, non, donc je ne veux pas trop avancer et empiéter. Vous m'excuserez sur ce qu'elle va vous dire ou ce qu'il va vous dire. Mais ce qu'on a demandé, c'est que toutes ces femmes jeunes soient référées dans des unités d'oncofertilité avant la prise en charge pour évaluer leur âge, éventuellement le parenchyme ovarien, etc. etc. Donc où les spécialistes de la médecine de la reproduction doivent être impliqués dans la stratégie de prise en charge. Pour la chirurgie, il y a des places pour les femmes très jeunes à l'ablation des 2 ovaires et à la préservation utérine. C'est quelque chose qu'on développe de plus en plus. Dans les borderline que je vous ai montré tout à l'heure, finalement, si cette jeune femme elle avait une tumeur borderline des 2 côtés qui envahissait tout le parenchyme ovarien, la préservation d'un bout d'ovaire n'aurait été pas possible techniquement, pouvait se discuter, ce qu'on aurait fait, de peler l'utérus avec les implants, et ensuite de laisser l'utérus en place pour un don d'ovocytes ou un don de gamètes ultérieurement. Même si, sur le plan éthique, il y a des discussions, en tout cas, c'est ce qu'on développe de plus en plus. La question qu'il y a, c'est kystectomie ou annexectomie pour les tumeurs borderline, c'est vraiment une question qui est très très importante. Pour être extrêmement court et bref, parce que je pourrais passer 1 heure sur la question, et je n'ai pas 1 heure, pour ce qui est des tumeurs mucineuses, comme c'est quasiment toujours des tumeurs unilatérales, privilégiez l'annexectomie, parce que la récidive contralatérale est rare et parce qu'il y a des récidives sous forme de carcinome invasif. Pour les tumeurs séreuses, plus vous préservez en place de parenchyme ovarien sain, mieux c'est pour la patiente. En d'autres mots, si vous avez fait une kystectomie, nous on ne retourne pas derrière pour faire l'annexectomie quand c'est une tumeur séreuse borderline, sous réserve que la totalité de la lésion ait été retirée. Et si c'est des lésions bilatérales, eh bien on essaye de privilégier la kystectomie bilatérale plutôt que l'annexectomie unilatérale et la kystectomie contralatérale. Et enfin, pour ce qui est des biopsies de l'ovaire contralatéral, abandonnez ce geste si l'ovaire contralatéral est normal et si l'imagerie préopératoire est de bonne qualité et vous dit que l'ovaire contralatéral est sain. Donc c'est vraiment des éléments qui sont très importants en désescalade pour augmenter la fertilité.
On a dit qu'on donnait 1 an après la chirurgie de préservation de la fertilité pour les cancers pour donner le feu vert aux patientes d'être enceintes. On a été tout à fait d'accord pour dire qu'il n'y a pas de limite en termes de grossesse. Vous pouvez autoriser 2, 3, 4 grossesses si la patiente le veut. Et enfin, il n'y a pas de place aussi pour la totalisation systématique. C'est une discussion au cas par cas. Maintenant, pour ce qui est de la stimulation ovarienne, on a les recommandations, mais vous me permettrez de ne pas les détailler pour ne pas faire d'empiètement sur ma collègue ou le collègue qui va venir après moi. Donc, on a fait des recommandations sur les possibilités de stimuler dans certaines tumeurs. Je ne veux pas être un overlap avec le collègue qui viendra après. Donc, je ne veux pas détailler ces recommandations-là en ce qui concerne la stimulation ovarienne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la stimulation ovarienne a une place très importante dans les tumeurs borderline en particulier. Dans les carcinomes, c'est plus discutable. Mais n'oubliez pas aussi que ces patients, dans les borderline de stade avancé, comme vous avez vu, il faut les suivre toute leur vie. Cette petite jeune femme, je lui ai dit quand elle est partie loin, il faut qu'elle soit suivie toute sa vie parce qu'on a eu des récidives très tardives, en particulier dans les implants non invasifs, sous forme de vrais carcinomes séreux de bas grade. Donc c'est vraiment très important. Maintenant, le follow-up, vous le connaissez parfaitement, il est codifié, il est simple. C'est un follow-up qui est basé sur l'examen clinique, l'échographie et les marqueurs, avec une régularité métronomique, si je peux me permettre, mais qui est liée aussi au type de marqueur que vous allez utiliser pour la tumeur primitive que la patiente, et ça a été mentionné par ma collègue juste avant moi, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Et le CA125 n'est recommandé que lorsqu'il est élevé au départ, d'où la nécessité, quand vous opérez ces patientes, d'avoir un minimum de staging avec les marqueurs qui sont inclus dans le staging avant d'opérer ces patientes. Pas de chirurgie de totalisation, mais à discuter au cas par cas. En tout cas, dans les borderline, non. Dans les épithéliaux, c'est vraiment à discuter au cas par cas en fonction du souhait de la patiente et aussi des histoires familiales qu'il peut y avoir. Et éventuellement, d'ailleurs, des histoires génétiques, mais je crois que le dernier orateur parlera d'oncogénétique derrière, donc c'est aussi quelque chose qui fera le lien avec la dernière patiente. Et bien sûr, dans les germ cells que vous connaissez, les tumeurs des germinomes, par exemple, c'est des tumeurs de très bon pronostic. On ne fait jamais de chirurgie de totalisation. C'est des patientes qui sont guéries par le BEP, donc pas de chirurgie de totalisation et pas de chirurgie radicale non plus dans ces lésions-là, y compris quand elles ont de la maladie péritonéale. Donc pour être extrêmement synthétique, on a maintenant beaucoup de données pour aller dans le sens de ce que je vous dis. Vous voyez ici les publications qu'il y a eu sur les implants péritonéaux, c'est-à-dire exactement la situation que j'ai évoquée tout à l'heure de patientes qui ont une tumeur borderline séreuse avec de la maladie péritonéale. On peut faire un traitement conservateur, mais l'idée n'est pas de le faire chez toutes. Je ne vous donne pas le feu vert pour le faire chez toutes. Il faut quand même avoir une certitude histologique. Il faut quand même avoir une résection complète de toute la maladie péritonéale pour être sûr qu'il n'y ait pas d'implant invasif. Et il faut être sûr que la patiente soit compliante à un suivi après. Donc ce n'est pas l'ouverture des portes pour toutes les patientes. C'est vraiment, on revient sur la discussion tout à l'heure, de la discussion en comité multidisciplinaire pour bien définir où on met le cut-off dans ces stratégies-là. Maintenant, il y a pas mal de papiers, je vous les donne là, si vous les voulez, je vous laisserai le topo, sur la préservation de la fertilité dans les stades avancés de tumeurs borderline de l'ovaire. C'est vraiment un de nos chevaux de bataille depuis 20 ans, et on a beaucoup travaillé dessus. Certains collègues le font, y compris quand il y a des implants invasifs. Je suis un peu plus réticent à titre personnel, mais on pourrait en discuter pendant longtemps. Et enfin, la dernière chose que je voudrais évoquer avant de terminer ma présentation, c'est, on m'a dit, chirurgie conservatrice et radicale. Rassurez-vous, je vais prendre moins de temps sur la chirurgie radicale que sur la chirurgie conservatrice, mais la philosophie est exactement la même, vous allez comprendre dans quelques minutes pourquoi. Avant, quand j'étais jeune, enfin, il y a très longtemps, j'ai appris les curages pelviens lombortiques pour toutes les patientes dans les cancers épithéliaux de l'ovaire. C'était mon maître Guy Michel qui nous a appris ce geste chirurgical, qui est un geste qui nécessite de l'entraînement, mais qui est parfaitement faisable. Et on s'est aperçu finalement que ces gestes-là, ils ont de la morbidité. Et au jour d'aujourd'hui, en 2025, on sait déjà que dans les cancers de l'ovaire qui ont de la maladie péritonéale, de la carcinose péritonéale, ces gestes ganglionnaires ne servent à rien, on n'enlève plus que les gros ganglions. Donc on a désescaladé dans les curages, dans les cancers épithéliaux. Qu'en est-il dans les stades 1, dans les stades précoces? Finalement, je vous ai fait la synthèse là, dans une seule diapositive. C'est que maintenant, on discute au cas par cas en fonction du type histologique de la maladie. Et le cut-off de je fais un curage ou je ne fais pas un curage est fondamentalement lié au type histologique de la maladie. Donc on a abandonné l'examen extemporané pour ça, parce que avant, c'était simple. Quand on faisait l'examen extemporané, le pathologiste nous disait c'est un adénocarcinome, c'est un stade 1, curage pelvien lombortique. Maintenant,
on privilégie beaucoup des chirurgies en 2 temps, c'est-à-dire on fait l'annexectomie ou l'hystérectomie-annexectomie sans rupture de la tumeur, s'il vous plaît. On attend l'histologie définitive et la stadification péritonéale, et on voit, en fonction de savoir si microscopiquement il y a de la maladie péritonéale ou pas, et savoir si il y a un type histologique X ou Y et son grade, si on revient pour faire le curage dans un 2e temps. Ce curage n'a d'intérêt que si le curage change le traitement après. Oubliez le curage lombo-aortique si c'est pour vous faire plaisir sur le plan chirurgical et si ça ne change pas la stratégie ultérieure. Donc finalement, pour être extrêmement synthétique, parce que je pourrais passer une demi-heure là-dessus aussi, c'est que je vous donne ici ce qu'on sait au jour d'aujourd'hui, quand est-ce qu'on fait nous les curages ou quand est-ce qu'on a abandonné les curages. Dans tous les hauts grades épithéliaux, on continue à faire les curages. Donc dans les hauts grades séreux, dans ce qu'on appelle les tumeurs mucineuses, les adénocarcinomes infiltratifs, vous savez, si vous connaissez bien la pathologie, il y a 2 types d'adénocarcinomes mucineux. Il y a les expansifs qui se rapprochent du borderline, même si c'est des adénocarcinomes, et il y a les infiltratifs. Donc on ne fait les curages que dans les infiltratifs. On le fait dans les cellules claires, dans les brénaires. Pourquoi ? En fait, dans ces hauts grades, il y a 2 questions différentes. On le fait dans les hauts grades séreux et dans les brénaires, parce que dans ces tumeurs-là, vous pouvez avoir des patients de BRCA ou HRD. Et quand vous êtes stade 3 BRCA ou HRD, vous allez avoir des inhibiteurs de PARP en traitement d'entretien si vous avez une atteinte ganglionnaire. Donc ça change fondamentalement le traitement ultérieur. On revient exactement dans la case que j'ai mentionnée tout à l'heure. Si vous changez la stratégie ultérieure, faites le curage. Si vous ne changez pas, ne faites pas le curage. Pour ce qui est des infiltratifs mucineux et des clear cells, c'est des tumeurs qui sont relativement chimio-résistantes. Donc on se dit que l'atteinte ganglionnaire, si elle est là, elle ne va pas être bien stérilisée par la chimiothérapie et on préfère enlever les ganglions qui peuvent être potentiellement atteints par la maladie plutôt que de compter sur le traitement adjuvant qui doit être réalisé. Dans les autres tumeurs, les tumeurs intermédiaires, en fait les tumeurs intermédiaires, ça n'est plus que l'endométrioïde, puisqu'au jour d'aujourd'hui les séreux c'est au grade bas grade, peut-être dans le grade 2, et dans les bas grades, on ne le fait plus dans le mucineux expansif, on ne le fait plus dans les épithéliaux séreux de grade 1, et dans les endométrioïdes, si on prend en 3 classes, on a abandonné aussi dans les grades 1. La discussion dans les bas grades séreux est une discussion qui est entre nous, et on n'est pas toujours d'accord. Mais vous voyez très bien que la philosophie est exactement la même chose entre le conservateur et la stadification ganglionnaire. Réfléchissez avec des histologies définitives, robustes, des grades et des types histologiques de la maladie, et aussi la stadification, c'est-à-dire les résultats de la cytologie péritonéale et des biopsies que vous avez déjà faites. Parce que si ces malades-là ont déjà de la maladie péritonéale sur les biopsies, ça ne change absolument rien. Donc pour conclure, on s'appuie beaucoup chez les femmes jeunes, et aussi pour la stadification ganglionnaire, sur des éléments robustes et certains. Et les éléments robustes et certains, c'est la pathologie définitive, ce n'est pas l'extemporané. Et maintenant, ces recommandations pour ce qui est de la préservation de la fertilité sont très aidantes, et elles ont été consensuellement adoptées entre nous. On était une trentaine de collègues internationaux, y compris américains, pour participer à ces recommandations. Et pour ce qui est de la chirurgie ganglionnaire, là aussi, la chirurgie en 2 temps, nous, on la privilégie plutôt. Et si on doit y retourner pour faire la chirurgie ganglionnaire dans un 2e temps, eh bien, on le fait par célioscopie pour diminuer l'agressivité de la chirurgie, pour faire le curage pelvien et lombo-aortique par célioscopie dans un 2e temps. Je vous remercie de votre attention. Merci.